Alors Jean-Noël, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. J'avais quelques questions à vous poser pour échanger avec nos clients, avec les participants de cette salle, un peu votre expérience. Et en particulier, on parle beaucoup de commerce électronique, de commerce digital. Qu'est-ce que vous inspire un peu tous ces mots aujourd'hui autour du commerce et du commerce digital? On commence par une vaste... Bonjour à tous et à toutes. On commence par une vaste question. Je vais vous faire la traduction en anglais de ce que ça veut dire, ou en français. Mais ce que ça inspire, ce que ça m'a inspiré moi, c'est que c'est d'abord une technologie. Donc, on a découvert, on a vu arriver, vous êtes tous beaucoup plus jeunes que moi ici, mais moi j'ai vu arriver avec mes confrères de Darty en 1999 cette technologie qu'on appelait Internet. Et on a senti tout de suite que ça allait générer le même type de révolution que la découverte de l'imprimerie avait généré au Moyen-Âge. Donc commerce numérique, ça veut dire simplement que cette technologie accorde un espace de liberté supplémentaire aux consommateurs, qui va toujours dans le sens de la réduction de ses propres contraintes, depuis que le monde existe. Il avait de temps en temps, pour ceux qui n'aimaient pas aller en magasin, l'accès au fameux catalogue de La Redoute et de Manu France, pour les anciens ici présents. Et d'un seul coup, donc, cette technologie lui a permis de recevoir l'offre commerciale chez lui, plutôt que de générer sa propre contrainte pour aller visiter les uns ou les autres. Ça, c'est pour la première conséquence. Et il y en a eu beaucoup d'autres ensuite, dont je pense on reparlera dans peu de temps. Et le premier contact avec ce monde digital, vous l'avez vécu comment, Jean-Noël? Si vous voulez, ça me rajeunit cette affaire, puisque je parle d'il y a maintenant plus de 15 ans. Quoi. Alors il y a eu deux clans dans notre famille, Darty, on est une grande famille. Il y a ceux qui ont considéré ça comme une menace, et les autres, j'en faisais partie. Et comme j'étais président, c'est quand même mon point de vue qui s'est imposé. Nous étions des adeptes du centralisme démocratique à l'époque. Et donc moi j'ai considéré ça comme une opportunité. Donc je vais la faire courte, parce que je peux parler de ça pendant des heures. La menace, c'est que certains avaient bien compris qu'une des premières conséquences, qui a été la plus violente, c'était que cette technologie allait permettre plusieurs degrés de transparence supplémentaires sur le marché. Vous vous rappelez l'article 1 du contrat de confiance, on encourageait nos clients à comparer. Donc ils prenaient leur voiture, ils allaient faire tous les commerçants près de chez eux, et revenaient chez nous de temps en temps en disant « Hey les gars, j'ai trouvé moins cher. » Hop, une bouteille de champagne. Et là, on a vu arriver tout de suite les fameux moteurs de recherche. Je me souviens encore de quel coup, je ne sais pas s'il existe encore. Et d'un seul coup, terreur pour les fanatiques du prix le plus bas, quoi. C'était nous. Le client va avoir de chez lui accès à l'intégralité donc, des propositions commerciales sur le plan du prix de nos concurrents. Et l'opportunité, j'en faisais partie, c'était on va pouvoir enfin réduire ce qui était notre obsession, une des contraintes que subit le consommateur, en l'obligeant à venir prendre sa voiture, se garer, pousser la porte du magasin, parler avec un vendeur et ainsi de suite. Faire la queue à la caisse, tout type de contraintes qu'on avait essayé d'optimiser, mais sans les annuler toutes. Donc ça, c'était les premières réactions affectives. Là, je vous parle du tout début de l'an 2000, qui ont donné lieu à des débats extrêmement animés, en particulier sur la politique d'offre et la politique de prix. On y reviendra peut-être. Oui, parce que la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qui a changé véritablement entre hier, c'est-à-dire au tout début des années 2000, et aujourd'hui dans cette modification du comportement, de l'achat, des moyens qui sont mis à disposition du client aujourd'hui pour accéder à l'offre en général. Oui, mais je veux dire, en fait, le consommateur, il n'a pas changé, lui. Moi, je suis toujours assez stupéfait, puisque quand je lis des grands savants qui me racontent que le consommateur change de personnalité tous les 15 ans en fonction des formes de distribution ou des technologies, ça, j'en crois pas un mot. Le consommateur, il a toujours, selon le type d'achat qu'il a en tête, la liberté de zapper selon tel ou tel mode d'accès au produit. Simplement, cette technologie Internet lui a permis d'avoir une liberté d'accès et une instantanéité dans l'accès, dans la comparaison. Vous vous rappelez de la fameuse pub de Darty pour bien acheter, comparer. Et donc, le consommateur a maintenant toute liberté pour le faire. Alors, ce qui a changé, c'est qu'effectivement, les acteurs traditionnels ont plus ou moins accompagné ce changement. Et c'est bien là où
où les 10 années qui ont suivi ont été assez passionnantes. Et même aujourd'hui, j'observe avec mon œil ou mon regard d'ancien combattant un certain nombre de différences assez notables entre ceux qui ont intégré cette modernité dans les propositions aux consommateurs et ceux qui sont encore, comme on me l'a souvent dit pendant les premières années, de toute façon, là, bon, t'emmerdes pas avec cet Internet, laisse faire les pure players. Rien que le fait qu'ils s'appelaient purs nous mettait de fort mauvaise humeur, comme si nous, d'un seul coup, on était devenus impurs. Je fais référence aux jeunes barbares de rue du Commerce et Pixmania, que j'ai bien connus à l'époque, et qui m'avaient rapidement dit « Bon, toi, Labroue, vous avez fait votre temps, il est temps de prendre ta retraite. Va donc jouer au golf avec Bernard Darty. Les nouveaux Darty, c'est nous. » Bon. Et donc, beaucoup me disaient « Ouais, mais t'inquiète pas, de toute façon, ce ne sont pas les mêmes clients. » Donc, le mot-clé, si le jour où j'écrirai mes mémoires, ce que je ne ferai pas, j'aurai un chapitre « Ce ne sont pas les mêmes clients. » Parce que tout le monde essaie de se protéger en disant il y a les clients Darty traditionnels, donc il y a la grosse organisation, les petites voitures de service, etc. Et il y a les pure players. Le service client. Ouais, et il y a les pure players qui, eux, sont purs, puisque, évidemment, ils ont des structures de coûts extrêmement réduites, conséquence de l'absence de service, évidemment. Et, de toute façon, ce ne sont pas les mêmes clients. Du style, t'inquiète pas, dors tranquille, on verra ça plus tard. Il y a encore pas mal de grands groupes de distribution, que naturellement je ne citerai pas, modernes et puissants, qui sont pas loin de penser encore la même chose. 15 ans après, quand même. Et la fameuse intégration ou convergence, dont on parlera peut-être, et pour laquelle je suis sûr que les systèmes de Generix sont des facilitateurs, sont encore une conviction qui n'est pas si partagée que ça. Et en quoi cette transformation du commerce digital et comment vous l'avez vécu dans l'entreprise? Parce que ça impacte inévitablement beaucoup d'organisations, de processus, de modes de fonctionnement, de modes d'être, véritablement, parfois aussi. Ben, je vais vous dire, moi j'ai passé quelques nuits blanches parce qu'on a tous vite compris que cette affaire de prise de pouvoir par le consommateur grâce à cette technologie nous amenait à transformer complètement le mode d'organisation. C'est-à-dire que Darty, qui était quand même le grand spécialiste à valeur ajoutée, mais nous n'étions jamais qu'une entreprise organisée de ce qu'on appelle la chaîne produit. L'entreprise avait été structurée, même si c'était une usine à gaz extrêmement complexe, pour gérer des produits. On commande des produits, on les reçoit dans l'entrepôt central, on les envoie à un magasin ou aux plateformes de livraison, etc. On les met en magasin, les clients achètent, et on leur dit, si au fait vous avez un problème de service, voilà le numéro de téléphone de l'antenne de service à côté de chez vous. Mais toute la structure, à commencer par celle des systèmes d'information, était basée sur le produit. Et là, d'un seul coup, on a compris qu'il fallait qu'on réinvente l'entreprise autour du client. Ce que moi j'avais appelé le dossier client à l'époque. Bon. Ou le fichier client, mais le dossier client était plus personnalisé. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, bon, ça fait marrer tout le monde. Simplement, ça nous a obligés à transformer complètement l'entreprise, son organisation et son système d'information autour, et à commencer par le client. Donc c'est une rotation quasiment de 90 degrés qui nous allons, le jour où il appuyait sur le bouton, je savais que j'en prenais pour 3 ans et à peu près 120 millions d'euros d'investissement de toute nature, dont une bonne partie en système d'information. Ouais. Alors à partir de là, tout se transforme et tout s'éclaire, puisque le point de départ de la stratégie, c'était forcément l'approche dite multicanal. C'est-à-dire que l'idée de départ était que le consommateur pouvait accéder à notre offre de la même manière, de chez lui, en magasin, faire des allers-retours, ce qu'il faisait. D'ailleurs, je vous donnerai un chiffre qui, à mon avis, est assez définitif sur ce débat-là. Et donc une approche multicanal, donc, qui, par définition, s'installait auprès de la particule élémentaire de tout le système, qui est le client. Mais on parle beaucoup là du monde de la distribution, du retail, cette modification, cette vision du commerce un peu digital, entre guillemets, a un autre impact aussi autour des fournisseurs, des industriels.
Comment vous avez pu aussi avec eux travailler un peu différemment? Parce que, un peu l'exemple que je posais tout à l'heure en introduction, beaucoup de références, pas obligatoirement tous soqués. Comment la relation a changé avec vos prestataires, vos acteurs aussi industriels en termes de production, en termes de relations, en termes de fonctionnement au quotidien? Alors ça, c'est une autre conséquence majeure de cette révolution technologique. Dans l'ancien temps, les fournisseurs faisaient la recherche et le développement, ils produisaient des produits, ils les vendaient à des gens comme nous, et on s'occupait du reste, pour faire court. Là, le monde change très fortement, puisque l'instantanéité de la relation entre le client et l'offre, qu'elle soit intermédiaire, distribution ou directement via le fournisseur, de par cette extraordinaire liberté qu'a le client de choisir le mode d'accès, cette affaire-là augmente aussi la transparence dans la relation entre le produit et le client final. Et donc il y a beaucoup d'industriels qui maintenant ont accès directement au client. Ce qui, moi, si j'avais été encore chez Darty, m'aurait mis un peu de mauvaise humeur au passage. L'intermédiation. Parce qu'ils étaient forcément interdits de séjour chez nous. Vous fabriquez et nous, on s'occupe du reste. Et donc là, on voit bien que dans cette composante de la relation directe sans intermédiaire, il y a beaucoup de questions que se posent les industriels fabricants, dont certains sont proches de moi, puisque ils me font encore l'honneur d'écouter ce que j'ai raconté. Ça n'a pas duré longtemps, mais enfin, bon, j'en profite encore. Et on voit bien que là, il y a des débats de stratégie commerciale des industriels posés par l'émergence d'un des rares pure players dominants, Amazon par exemple, et des relations de relations directes, voire de vente directe. Plus le troisième effet qui est majeur et que moi j'ai assez mal connu, puisqu'après j'étais parti à Londres et je ne m'occupais pas trop de ça en direct, c'est toute la partie communautaire. On voit bien, comme vous l'avez dit dans votre introduction, que maintenant la relation entre un distributeur et son client n'est plus une relation privée, mais elle devient très rapidement une relation publique, avec une vitesse de propagation qui est assez considérable. Bon. Donc ça, c'est la conséquence majeure. Par contre, dans les aspects évidents et au service de ce qu'on appelle depuis toujours l'optimisation du global cost to serve, c'est-à-dire comment réduire la perte de valeur entre la sortie de l'usine et la mise à disposition du produit, avec la réduction des stocks intermédiaires, la disponibilité du produit réel ou virtuel aux services de gamme qui sont très élargis, évidemment grâce à Internet. Donc on voit bien que, encore j'avais été client de Generix à l'époque. Ça aurait pu. Pour optimiser mes sourcing avec l'Asie du Sud-Est. Du Sud-Est, bon. Exact. Ouais. Il avait oublié, mais moi j'ai pas oublié. Et donc, la preuve que c'était super efficace. Ouais. On a pu s'engueuler sur le sujet. Voilà. Et là, effectivement, il y a des progrès tout à fait considérables, qui sont d'ailleurs indispensables, parce qu'une des conséquences évidentes de l'accélération de la transparence des marchés, c'est la perte de substance et de marge brute, c'est-à-dire que la transparence est quand même le plus grand ennemi de la marge brute, comme disait un de mes ancêtres. Et donc on voit bien que les ressources, de par cette compétition élargie temps réel, sur le plan de la marge, et il n'y a pas que cette raison-là, mais en particulier, nécessitent une optimisation de tous les coûts intermédiaires, en particulier les coûts de mise à disposition de produits. Donc on voit bien qu'il y a toute une panoplie de conséquences majeures, mais la plus importante, c'est quand même cette convergence au niveau du consommateur. Et pour terminer peut-être, parce que je crois qu'on a peut-être dépassé le temps. non, mais j'ai encore une question. Ah bon? Ah oui, j'ai encore une question pour vous. Je vous en prie, finissez. Non, je disais que pour cette affaire de convergence, parce que moi je vois encore beaucoup d'entreprises de distribution, je ne suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit, mais qui ont traité cette affaire d'Internet en silo. C'est-à-dire comme ce n'est pas les mêmes clients, on va rattacher un silo Internet, la division e-commerce rattachée au président du groupe pour être plus sûr que ça marche bien. Et donc on est encore dans beaucoup de cas de figure, dans des entreprises de distribution classiques avec leurs clients, et le silo Internet. Bon, 15 ans après, c'est quand même un peu curieux.
Et quand je leur explique que de toute façon ce sont les mêmes clients, la preuve, c'est que quand moi je suis parti, il y a 5 ans, 70% des clients qui achetaient un magasin avaient préparé leur visite sur le site Darty, avec une conséquence qui n'est pas neutre, c'est que les vendeurs sont rapidement devenus plus compétents que les vendeurs. Les clients sont devenus rapidement plus compétents que les vendeurs. Donc, ce qui a amené à repenser le rôle du vendeur dans les magasins. Et 70% de ceux qui étaient des acheteurs Internet, c'est-à-dire qui cliquaient leurs commandes de chez eux, avaient préparé leur visite dans le magasin Darty. Il y a donc une intimité de fonctionnement, de comportement, ouais. Qui va, à contrario de l'affaire du silo, même s'il y a toujours quelques pure players qui naturellement sont dominants. Tous mes anciens barbares sont morts au passage. Les rues du commerce, moi je suis encore vivant, mais eux non, contrairement à leur pronostic. Mais il y a Amazon, Cdiscount en France, qui correspondent à tous les clients qui ne veulent pas s'embêter et veulent acheter de chez eux. Même si de temps en temps, il y a la problématique du coût de mise à disposition qui va se poser. Mais ils passent aussi à travers éventuellement la visite en magasin pour pouvoir constater sur d'autres magasins la typologie de produits, peut-être aussi avant de cliquer sur Amazon ou sur Cdiscount, quoi. Oui, ou l'inverse. Moi, j'ai vu l'autre jour en Californie, dans un magasin Auchan, un client avec, bon maintenant c'est le développement du M-commerce, avec sa tablette, c'était d'ailleurs un Kindle, ce qui manque pas de... qui a flashé le QR code et qui a eu un message d'Amazon. Ah tiens, vous êtes en train de regarder tel produit à tel endroit. Si vous l'achetez chez moi, ça sera 10% moins cher et je vous livre dans 2 heures. Donc ça énerve un peu. Ça énerve très clairement, quoi. Mais bon, ça c'est la vie. Il va falloir vivre avec ça. Et en plus, ils utilisent une Kindle pour ça, quoi. Et en plus. Ça énerve doublement. Je suis d'accord. On est là tous ensemble cet après-midi pour penser un peu, pour se projeter. On parle de perspective. Comment vous voyez dans 3 ans un peu les choses bouger autour, entre autres, de ce comportement d'achat du client, de notre industrie, de la distribution, du FMCJ, de nos industriels qui produisent tous les jours aussi des biens de grande consommation? Si vous voulez... Dans 3 ans, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que depuis 15 ans, même si ça a été moins rapide qu'on aurait pu l'imaginer, tout ça est en train de converger quand même. Les gens n'ont pas besoin d'écouter le vieux Labro pour comprendre à peu près ce que je viens de raconter. Et donc tout ça est en train de converger entre ceux qui ont compris que le multicanal était le winning format. C'est lui qui a gagné la guerre de l'Internet. Mais qu'il fallait derrière en tirer les conséquences, se prendre des organisations, faire converger les fameux silos, etc. On voit bien qu'il y a des pure payeurs qui vont être dominants et qui vont maintenant faire partie du jeu et prendront leur part de marché selon les catégories de produits. Je parle des pure players généralistes. On voit l'émergence, ça me perturbe un peu, mais bon, je ne suis plus aux affaires, des centres commerciaux virtuels avec l'affaire des places de marché. Donc, oui. L'économie du pure player, à force d'avoir des marges courtes, on a du mal à faire des profits élevés quand même. Hein. Pas de marge, pas de profit, on m'a toujours appris. Je ne sais pas si ça a changé, mais je ne suis pas sûr. Et donc on voit bien qu'il y a derrière une obligation, entre guillemets, de monétiser l'audience, qui est un jargon que j'aime pas bien, avec des places de marché qui risquent de faire perdre l'identité même. Je posais la question l'autre jour, la semaine dernière, au patron d'Amazon UK. Sa réponse a été moyennement convaincante, je dois dire. Bon. Mais tout ça est en train de se structurer, chacun est en train de prendre sa place. Le rôle du magasin, on n'aura pas le temps d'en parler, va fortement évoluer, pour tout un tas de raisons, on le sait bien. Donc je crois qu'on est maintenant, je dirais, au milieu de la deuxième mi-temps, pour parler un peu de rugby, et que la convergence, les positions vont définitivement se prendre dans les 3 ans qui viennent, me semble-t-il. Face justement à l'Australie, si nos clients veulent être, nos amis veulent être des All Blacks, comme ce qu'on a eu comme démonstration samedi soir, qu'est-ce qu'ils doivent faire là sur les... Je me garderais bien de leur donner des conseils à cette assistance émérite. Bon, mais les conneries qu'il faut arrêter de faire, c'est de ne pas intégrer cette affaire de convergence et regarder le consommateur tel qu'il est face à l'offre technologique qui est la sienne. Et donc transformer au minimum l'entreprise pour s'organiser autour du client et non plus autour du produit. Et puis derrière, il y a
il y a la concurrence éternelle sur le plan des offres. Le vainqueur, technologie ou pas, sera toujours celui qui a l'offre qui correspond le mieux à l'attente client par rapport à ses concurrents. Il ne faut quand même pas oublier ça. Chez Darty, on ne vend pas de l'informatique, on vend une valeur ajoutée globale, un type de service, etc. etc. Bon. Et avec la meilleure efficacité économique. Bon. À partir de là, il suffit d'avoir le courage d'aller au bout. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, on a besoin de pas mal d'outils de type générique. Bon, moi, je ne suis pas là pour faire de la pub. Pour continuer à faire la course sans tête, ou en tout cas à parité avec ce que font les meilleurs de la catégorie. Pour les industriels, je bavarde aussi avec quelques industriels, on voit bien aussi que cette affaire de connectivité permise par la technologie, je suis proche d'un fabricant leader mondial en petits ménagers, français, donc je pense que vous avez deviné, et vous avez vu arriver dans les rayons il n'y a pas longtemps, un robot ménager, on ne parle pas là de haute technologie, là, qui se connecte à Internet, quoi. Bon, ça s'appelle le Cookéo. Donc on voit bien aussi que les frigos maintenant vont gérer eux-mêmes leur stock, leur Réa Pro, la connectique, les réseaux connectés, enfin les produits connectés qui pour l'instant sont une espèce de tarte à la crème, parce que le marché avait besoin d'innovation conceptuelle, mais on voit bien que tout ça aussi va ouvrir notre monde. Ouais. Et je suis proche aussi d'un distributeur de textiles en France. Et dans peu de temps, vous verrez dans des vêtements d'enfants équipés d'une puce électronique pour faire le tracking. Alors, je ne sais pas si les gamins, quand ils seront ados, vont faire un peu la gueule, à mon avis. Mais tant qu'ils sont petits, il y a déjà en vente, il y aura en vente bientôt des produits avec une puce pour savoir où se trouve l'enfant, si c'est perdu à la sortie de l'école ou sur la plage. Donc là, on est au début d'une nouvelle ère qui va encore poser d'autres types de problématiques de relations clients. Mais là, cette fois-ci, je serais vraiment trop vieux pour m'en préoccuper, quoi. Jean Louel, nous vous remercions beaucoup. Merci à vous pour cet échange.